Et je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Bernard Saunier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, ancien président de Lyonnaise des Eaux, service associé de la SAFEJ. Bernard Tardieu, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vice-président du pôle énergie à l'Académie des technologies et président d'honneur de Kwan et Belly. Je voudrais commencer par le constat, peut-être avec vous Bernard Saunier, cette sécheresse qui nous a paru exceptionnelle. Est-ce qu'elle pourrait devenir la norme des prochaines décennies? Comment vous l'appréhendez? Je pense qu'il faut prendre les choses avec rationalité et perspective. La France est bénie des dieux. Nous avons 20 000 litres d'apport par jour d'eau en France. Ouais. En Espagne, 1,5 fois moins. Et en Californie, 2 fois moins. On peut mobiliser 8 000 litres par habitant et par jour. On n'en utilise vraiment que 1200. Et il y en a 400 à peu près, ou 440, qui ne retournent pas dans le milieu récepteur. Donc on est béni des dieux. Simplement, cette eau arrive probablement, enfin même certainement aujourd'hui, dans des quantités plus importantes sur des durées plus courtes. Et nous avons des périodes un peu plus longues sans apport. On a connu ça depuis tous les temps. Mais nos ancêtres, qu'ont-ils fait ? Ils ont compris qu'il fallait faire des réserves, il fallait faire des stockages. C'est ce qu'ils ont fait. Peut-être devrions-nous revenir un peu en arrière, re-regarder les évolutions des dernières décennies, et peut-être qu'il y a quelques mesures importantes à prendre pour augmenter ces réserves. Alors justement, les capacités de stockage, on y viendra. Mais Bernard Tardieu, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, elle disait que cet été 2022, elle s'appuyait sur des travaux d'experts, pourrait être le plus frais des 20 prochaines années. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a cette réalité-là et il y a la réalité de l'eau à comptabiliser sur une année complète. C'est ça ce que vous nous dites? Ce qui est très important, c'est de bien séparer la température et l'eau. Oui. En gros, on peut dire que les modèles du GIEC, dès qu'il s'agit de la température, sont vraiment précis. Oui. C'est-à-dire que la tendance globale à des périodes de chaleur plus grandes est quasiment certaine. En revanche, sur l'eau, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce qu'il y a plus d'évaporation parce qu'il fait plus chaud. Oui. Donc, il y a plus d'évaporation des océans. Donc il y a plus de pluie sur nos continents, mais en même temps il y a plus d'évapotranspiration l'été, et l'eau qui reste est probablement plus forte l'hiver et moins forte l'été. Donc c'est quelque chose de bien plus subtil, l'eau, que la température. Mais Agnès Pannier-Runacher a raison de dire que du point de vue thermique, on est sur une tendance nette. Sur l'eau, on est plutôt sur une tendance un peu plus d'eau et plus d'évapotranspiration l'été. Oui. Et donc plutôt moins d'eau dans les nappes profondes, dans les nappes qui sont notre principale réserve. Oui, donc là, ça c'est quand même un impact important. Donc vous nous dites, sur une année, il n'y a pas une quantité d'eau plus faible? Normalement, non. Normalement, non. En revanche, il faut apprendre à, quand il y a ces pluies beaucoup plus abondantes, ça envoie des épisodes pluvieux qui sont peut-être plus violents, ça on est d'accord. Il faut capter cette eau, c'est ça l'enjeu. Il faut la retenir, et il faut toujours penser que le principal stock, il est dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques, dans les alluvions, mais aussi, par exemple, dans la Beauce, il y a une nappe phréatique qui est très importante et qui est dans les roches profondes. On les gère très très bien, et on sait que à partir du mois du printemps, l'eau ne descend plus, l'eau s'évapotranspire. Donc c'est bien l'hiver qu'il faut surveiller les nappes et prévenir les agriculteurs dès le printemps que peut-être il n'y aura pas assez d'eau et que peut-être il faut semer autrement. Vous comprenez ? Il y a vraiment un lien entre la ressource et le monde agricole qui consomme beaucoup et qui sème. Qui est le premier consommateur d'eau en France. Et dans le monde. Alors, bon. Et pourtant, en France, on irrigue assez peu par rapport à d'autres pays. Par rapport au Maghreb, on irrigue assez peu. Beaucoup de régions sont en pluvial, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la pluie. Alors, concernant la ressource, en fait, on a des solutions. Mais en France, on a beaucoup tardé à les mettre en œuvre parce qu'on n'avait pas de pression pour le faire. Bernard vient de parler... Parce que, comme vous le dites, on est béni des dieux. On est béni des dieux. Il n'y a pas de souci. Bon. Par contre, quand vous regardez nos amis espagnols, il faut quand même rappeler que la capacité de stockage de l'eau dans les barrages réservoirs en Espagne, c'est 5 fois le volume de la capacité française.
Il faut quand même le rappeler. Bon, donc il faut que nous travaillions sur la possibilité de renforcer ces ressources. Alors, il y a plusieurs manières. Alors, par exemple, il y a les aquifères. C'est quoi, Oui, les alors, aquifères on va en parler. Oui. Mais la première chose, c'est déjà de pouvoir peut-être utiliser ce qui existe, parce que d'un point de vue délai, c'est très court. Il existe des systèmes de rehausse des déversoirs sur les plans d'eau, sur les barrages réservoirs existants, que ce soit les hausses fusibles ou des rehausses fixes, qui peuvent permettre d'augmenter ce qui est stocké. J'ai pas compris, comment ça marche? C'est-à-dire que dans un réservoir, lui c'est un expert des barrages, on a ce qu'on appelle un déversoir de trop-plein. Oui. Bon, ce déversoir de trop-plein, eh bien, on pourrait le rehausser, c'est-à-dire de 50 cm ou 1 mètre, si l'ouvrage le permet. Mais ça permet des stockages considérables en amont. Et il n'y a pas besoin de faire d'énormes études environnementales, parce que les terrains sont déjà acquis. Et là, on a une source de stockage qui est très importante, à des coûts très faibles. Les aquifères. Ça fait, on a travaillé dans le monde entier, on fait de la réalimentation artificielle d'aquifères partout dans le monde. Un aquifère, c'est la nappe phréatique. C'est ce que selon vous parlez. C'est la nappe phréatique. Mais en France, on gère à la montée et à la descente. C'est-à-dire qu'on suit physiquement la montée en faisant des mesures, mais on ne fait pas de réalimentation artificielle des aquifères. On va être obligé d'y venir. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même une réutilisation des eaux où on est au point... on est très très faible dans ce domaine. La réutilisation des eaux usées aujourd'hui, on en fait un peu sans le dire, parce qu'il y a toujours des impacts psychologiques et autres, mais il faut savoir que ça se fait en France. Bien sûr. Mais on ne le dit pas. Mais là, il y a un énorme potentiel. Sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, on peut s'inspirer de l'exemple néerlandais, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Les Néerlandais sont vraiment dans la nappe de surface, parce qu'il y a le Rhin et la Meuse qui arrivent, et nous avons des sols beaucoup plus profonds. Je vous parlais tout à l'heure de la nappe de la Beauce. La nappe est profonde dans des calcaires qu'on appelle karstiques, où il y a des trous, des galeries, etc. Et donc, on ne peut pas directement... On pourrait se comparer à peu près aux Pays-Bas, dans la basse vallée de la Loire, dans la basse vallée de la Seine, encore pas tellement. Vous voyez, donc on peut pas tellement. On peut toujours s'inspirer des gens des Pays-Bas, parce qu'ils ont la science de l'eau, mais nous sommes dans un monde géologique assez différent. Et par exemple, on a parlé de nappe phréatique, très très importante dans beaucoup de régions, mais beaucoup de villes sont sur du granit en France. Prenez Saint-Brieuc, vous prenez des endroits que je connais bien, vous prenez Limoges. Donc ils ont construit des petits barrages retenant 3, 4, 5, 6 millions de mètres cubes, enfin c'est quand même pas tout à fait rien, pour garantir l'alimentation en eau, et ils suivent ça comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que si l'eau descend trop vite à l'été, on commence à dire aux gens, attention, etc. Est-ce que ça suppose, on parle de gestion à long terme ou de stratégie de la gestion de l'eau, est-ce que ça suppose de nouvelles infrastructures en France pour vous? Les infrastructures, des transferts d'eau, etc., c'est pas très facile à faire en France, parce que les Françaises et les Français adorent leurs lacs, même artificiels, mais il y a peu de consensus pour en faire, et il y a des... Pour en créer de nouveaux, quoi. Pour en créer de nouveaux, et il y a des gens qui sont très contre, pour différentes raisons. Parce que la question se pose pour l'alimentation en eau, mais aussi pour l'hydroélectricité. On pourrait avoir tendance à dire, essayons d'en faire plus, parce qu'on manque d'électricité. Oui, ça nous permet d'être moins dépendants d'autres sources d'énergie et d'autres pays. Mais il faut quand même dire que, pour l'instant, les barrages hydroélectriques sont tous gérés en lien étroit avec les populations aval et les départements et les régions. Et donc, l'eau est optimisée à la meilleure valeur entre l'énergie quand l'eau passe et est turbinée, et puis les gens qui en ont besoin. Je voudrais qu'on parle aussi des bassines agricoles, parce que c'est une thématique assez polémique qui revient régulièrement. Est-ce que c'est forcément la meilleure solution? Bernard Saunier, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, j'aime pas le mot bassine. C'est le terme qui est employé habituellement. Oui, mais enfin bon, parlons de plan d'eau. Oui. Le sujet, c'est de savoir comment il est alimenté. Est-ce qu'il est alimenté par un prélèvement dans une rivière en période de pluie importante? Est-ce qu'il est alimenté par un prélèvement dans la nappe?
et à quelle période. Et en fait, c'est tout le sujet. Donc, c'est pas le fait de créer un plan d'eau, c'est son alimentation, le sujet. Est-ce que si on prend l'eau pendant les périodes de grande pluie, que cette eau aille à la mer ou qu'elle soit stockée là, c'est parfait. Mais si on continue à piocher l'eau, à prélever l'eau dans la nappe phréatique en période de basse eau, là, ça devient problématique. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de réglementation et de gestion au cas par cas. Mais est-ce que légalement, on peut le faire ? Ce que vous décrivez en disant, c'est-à-dire en pleine période de stress hydrique, aller puisant dans les nappes phréatiques pour remplir un réservoir d'eau. Le préfet peut toujours interdire un prélèvement. C'est son droit, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, il y a des préfets qui interdisent, par exemple, l'arrosage de golf, la limitation de l'arrosage agricole, etc. C'est normal. Ça, c'est du réglementaire. Mais là, au niveau conceptuel, faire un plan d'eau dans un endroit où il y a beaucoup d'eau quelques mois par an et que l'on pompe cette eau pour la stocker, ça n'a rien d'irrationnel. Vous êtes l'un et l'autre membre de l'Académie des technologies. On parle beaucoup aussi de gaspillage ou de fuite d'eau. Je crois qu'il y a, on disait dans une autre partie de l'émission, il y a 1 milliard de mètres cubes perdus. C'est le bon chiffre, c'est plus, c'est moins? C'est 30%. Mais 30% de l'eau qui n'arrive pas, qui se perd en route, c'est ça? De pertes dans les conduites en ville. C'est-à-dire que on perd beaucoup d'eau parce que les réseaux sont anciens. Il sait mieux que moi. Mais quand, dans une ville, le maire décide de reprendre ses réseaux, ça coûte cher, mais en même temps, ça défonce les rues. Et donc, c'est pas si facile que ça à faire. Donc, en revanche... mais on ne peut pas se satisfaire de perdre 30% de la ressource. Quand vous savez qu'Alger, c'est 50% et qu'il y a très peu d'eau et que c'est de l'eau potable qui est perdue... C'est pas un problème spécifique à la France, c'est vraiment un problème global. À cause des glissements de terrain, à cause des évolutions des sols, etc., les réseaux vieillissent mal et ils sont tous très vieux. Un mot là-dessus. Juste, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, le taux de renouvellement annuel des réseaux d'eau potable, c'est entre 0,5 et 0,7%. Ça veut dire qu'un tuyau, il doit durer 120 ou 130 ans. C'est déraisonnable. Il est évident qu'il faut qu'il y ait de l'injection de financement là-dessus. Et c'est tout le problème du prix de l'eau. Quand un certain nombre de collectivités reprennent en municipal l'eau, la première chose qu'ils font pour réduire les coûts, c'est de ne pas renouveler ou d'étendre les durées. Donc ça peut durer 5 ans, 10 ans, mais il y a un moment, il faut augmenter le prix de l'eau pour revenir à la réalité. Pour pouvoir investir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur la situation en France dans notre semaine spéciale consacrée à la sécheresse et à ses conséquences. On passe à notre rubrique consacrée aux startups.